Reeves, homme de loi, pistolero, pionnier. Des chaînes de l'esclavage au service des marshals des États-Unis, Reeves a vécu une vie de conflit, d'excitation et de chagrin. Beaucoup affirment que les exploits de cet homme de loi légendaire ont inspiré le Lone Ranger. Ce pistolero ne sera pas oublié de sitôt, alors plongeons dans l'histoire et découvrons la vie trépidante de Bass Reeves. Bass Reeves est né dans le comté de Crawford, en Arkansas, en 1838. William Steele Reeves, un citoyen éminent et politicien, réduisait sa famille en esclavage. Le fils de William, le colonel George Reeves, était le propriétaire légal de Bass. George était également le shérif de la ville. Un début si sombre pose véritablement le décor pour le récit tortueux de loi et de violence qui suivit. En tant qu'homme noir vivant dans le Sud au XIXe siècle, les archives concernant Reeves sont au mieux fragmentaires. Mais les récits dépeignent l'image d'un homme redoutable. La légende raconte que Reeves s'est retrouvé impliqué dans une grave altercation avec son maître à propos d'une partie de cartes en 1861. Lorsque la dispute est devenue physique, Reeves a infligé une correction bien méritée au colonel. Après cela, Reeves n'avait d'autre choix que de fuir ses chaînes et de partir au galop vers le coucher du soleil en quête d'une vie d'homme libre. Quels que soient les détails précis de sa fuite, certains faits sont limpides. Entre 1861 et 1862, alors que le pays était plongé dans la guerre civile, devinez de quel côté se trouvait le colonel George Reeves. Reeves s'échappa de son esclavage et devint un homme libre de son propre chef. Après s'être débarrassé de ses chaînes, Reeves entreprit un voyage véritablement remarquable. Après avoir fui son maître, Reeves se rendit en Oklahoma, ou territoire indien comme on l'appelait alors. À son arrivée, divers peuples autochtones, dont les Cherokees, les Séminoles et les Creeks, l'accueillirent. Ils le protégèrent des hommes de loi qui cherchaient à le ramener en esclavage. Reeves vécut sous la protection de ces nouvelles communautés et apprit leur langue pendant plusieurs années. Mais le moment vint pour Bass Reeves de partir seul. Un peu de karma finit par s'abattre sur le colonel. Une fin appropriée pour un homme horrible, George Reeves contracta la rage et mourut en 1882. Il est probablement juste de dire que Bass lui-même n'était pas trop affecté lorsqu'il apprit la nouvelle. Bass Reeves affirmait avoir combattu dans la guerre civile. Pour le Sud, pour être honnête, c'était à l'époque où le colonel George Reeves le possédait encore, donc il n'avait pas vraiment le choix. Il déclara avoir participé à la bataille de Pea Ridge, la bataille de Missionary Ridge et la bataille de Chickamauga. Cependant, Bass Reeves aimait raconter des histoires rocambolesques, et ses descendants ont depuis affirmé que ces déclarations étaient de fausses. Pendant qu'il vivait avec les tribus autochtones locales, Reeves devint guide pour les fonctionnaires gouvernementaux qui voyageaient à travers le territoire indien. Son expertise dans les langues et la culture locale le rendait parfaitement adapté à ce travail. Ce fut sa première expérience de travail avec le gouvernement américain à titre officiel. Cela dut laisser une impression durable. En 1865, le 13e amendement abolit l'esclavage. Reeves put enfin se déplacer librement dans le pays. Lorsque l'amendement fut adopté, il s'installa en Arkansas et devint un petit agriculteur. Pendant les 10 années suivantes, il mena une vie tranquille dans sa ferme à la campagne. C'était probablement un changement agréable, mais cela ne dura pas. Un an après s'être installé en Arkansas, Reeves tomba amoureux. Il épousa une femme nommée Nellie Jenny, et ils devaient être très épris l'un de l'autre. Ils eurent pas moins de 10 enfants, 5 garçons et 5 filles. Cette grande famille était d'une grande aide pour les tâches, et la ferme devint assez rentable au fil des années. Mais peu importe le succès de la ferme, Bass Reeves n'était pas destiné à être agriculteur. En 1875, tout changea pour Reeves.
Un juge intransigeant nommé Isaac Parker ordonna à un marshal des États-Unis de recruter 200 adjoints dans le territoire indien. Reeves avait la réputation d'être un expert en langues autochtones, avec une connaissance intime du terrain. Le marshal le retrouva et lui fit une offre. Et ainsi commença une aventure palpitante de courage et de justice implacable. La nomination de Reeves comme adjoint fit l'histoire. Il devint le premier homme noir à travailler comme adjoint à l'ouest du Mississippi. Ce tireur talentueux et guide commença rapidement à se faire un nom. Bass Reeves rendit impossible pour quiconque de l'ignorer, alors qu'il entamait une carrière de 3 décennies comme adjoint sous l'un des juges les plus impitoyables de l'Ouest. Reeves mesurait plus d'1,80 m et arborait une épaisse moustache noire en guidon. Il parcourait également les plaines de l'Oklahoma sur un imposant étalon blanc. Il était apparemment bien habillé, avec des bottes impeccablement cirées et un chapeau à large bord frappant sur la tête. Malgré son apparence immédiatement reconnaissable, la rumeur disait que l'homme de loi avait d'autres tours dans son sac. Le nouvel adjoint devait être une figure incontournable dans l'Ouest sauvage. Malheureusement, il possédait une autre compétence utile. Apparemment, l'homme de loi d'1,80 m était un acteur talentueux et se servait de divers pseudonymes et déguisements, tandis qu'il traquait dans les territoires des hors-la-loi. Parfois, il se faisait passer pour un fermier local. D'autres fois, il prenait l'apparence d'un hors-la-loi. Tout ce qui pouvait le rapprocher de sa proie. Parce que Reeves avait passé ses premières années en esclavage. Même adulte, il ne savait pas lire. Cela ne le freina pas le moins du monde. Au lieu de cela, il demandait toujours à quelqu'un de lui lire le contenu des mandats que les marshals lui présentaient. Il mémorisait ensuite leurs détails avant de partir à la poursuite de sa cible. Il attrapait toujours son homme, et lorsqu'on lui demandait de produire ses mandats, il sortait toujours le bon. Il semble que les talents de Reeves étaient sans fin. C'était un excellent tireur, mais il porta cette compétence à un autre niveau. L'homme de loi était complètement ambidextre. Il prouva cette capacité à maintes reprises en portant des revolvers Colt de chaque côté. D'après tous les témoignages, il dégainait rapidement et ne manquait jamais sa cible lorsque le moment venait. Comme il s'avéra, ce moment semblait arriver souvent. Reeves se fit un nom tôt dans sa carrière lorsqu'il partit à la poursuite du célèbre hors-la-loi Bob Dozier. Dozier était un voleur de bétail et bandit de diligence avec une très mauvaise réputation. Quand Dozier apprit que Reeves était à ses trousses, il fit savoir que Reeves mettait sa vie en jeu. Aucun des deux hommes ne recula. Ils étaient d'une force inarrêtable et un objet immobile, et il n'y avait qu'une seule issue possible. La loi et l'ordre dans l'Ouest sauvage n'était-ce pas une chose plaisante? Reeves finit par retrouver Dozier dans une cachette en territoire Cherokee. Il n'avait qu'un seul homme avec lui, mais Bass Reeves n'avait pas besoin de beaucoup d'aide. Lorsqu'ils approchèrent de la cachette de Dozier, les choses tournèrent mal. Dozier tira le premier, faisant feu depuis un bosquet d'arbres. Il pensa avoir atteint sa cible et éclata de rire. Ce fut la dernière chose qu'il fit. Reeves et son compagnon évitèrent la première salve de balles, et le son du rire indiqua la position de Dozier. Reeves riposta, mettant fin à sa vie instantanément. Il y avait une fine frontière entre les hommes de loi et les hors-la-loi dans l'Ouest sauvage. Et parfois, les hommes la franchissaient. Reeves fut l'un de ces hommes. L'adjoint trouva lui-même du mauvais côté de la loi en 1887. Habituellement, des membres de la milice locale accompagnaient Reeves lors de ses expéditions et surveillances. Un jour, un cuisinier de la milice reçut une balle du fidèle Colt de Reeves, alors que l'homme de loi le nettoyait. Le cuisinier ne survécut pas, et Reeves fut jugé pour meurtre. Heureusement, cependant, il avait des relations.
Quand Reeves fut jugé, il eut la chance de connaître les bonnes personnes. L'homme supervisant l'affaire était le juge Isaac Parker, qui était techniquement le patron de Reeves. Reeves avait envoyé beaucoup d'hommes dans la salle d'audience de Parker, dont la plupart avaient dit avait commis des actes terribles. Il n'est donc pas surprenant que Parker ait eu un faible pour Reeves. Le juge Parker statua sur la situation et acquitta Reeves de toutes les charges. Reeves gagna sa réputation. L'homme de loi était si bon tireur que personne ne voulait l'affronter en compétition. Il était si doué, en fait, qu'il était régulièrement interdit de participer au concours de tir à la dinde, un passe-temps populaire dans l'Ouest. Je ne suis pas sûr qu'il s'en soit trop soucié, cependant. Reeves avait bien assez de tirs à effectuer sans les dindes. Reeves travaillait dur. Ses expéditions duraient souvent plusieurs mois et impliquaient de chevaucher à travers un terrain difficile, de vivre où il pouvait trouver un logement et de risquer sa vie en affrontant les hors-la-loi les plus redoutables de l'Ouest. Heureusement, c'était une affaire lucrative. Le tarif courant dépassait les $1000 pour les primes. Un homme pouvait gagner beaucoup d'argent, et Reeves était l'un des meilleurs dans le métier. Reeves acceptait n'importe quel travail, peu importe le danger. Alors, il ne surprit personne lorsqu'il prit en charge un mandat d'arrêt pour Tom Story. Reeves était le chef d'un gang redouté de voleurs de chevaux qui opérait sous le nom très original du gang de Tom Story. Comme à son habitude, Reeves confronta Story directement. Quand Reeves présenta son mandat, Story dégaina son Colt. Grosse erreur. Reeves fut plus rapide et abattit le hors-la-loi. Le reste du gang disparut, et on n'entendit plus jamais parler d'eux. Probablement une décision intelligente. Reeves était un homme de loi coriace, mais apparemment son patron était encore plus dur. Le juge Isaac Parker était un homme incroyablement sévère. Si sévère, en fait, qu'on lui donna le surnom de « juge pendaison ». La raison de ce surnom n'est pas difficile à deviner. Dans l'Ouest sauvage, il était difficile de séparer les bons des méchants. Malgré ses méthodes brutales, Reeves était un homme honorable au fond de lui. À sa naissance, il avait été témoin des aspects les plus sombres et profonds de l'humanité. Au cours de sa carrière de 30 ans, il affronta certains des hommes les plus redoutés d'Amérique. Il savait que chaque chasse pouvait être la dernière. Cependant, le ranger ne dégainait jamais son arme en premier. Au lieu de cela, il essayait toujours de capturer tout le monde vivant. Il ne lui laissait pas toujours cette option. Malgré le fait de ne jamais dégainer en premier, Reeves se retrouva dans de nombreuses fusillades. Au cours de sa longue carrière d'homme de loi, le pistolero à moustache accumula un compte de 14 hommes. Apparemment, chacun d'eux avait essayé de mettre fin à la vie de Reeves avant qu'il ne recoure à la force. Il n'est pas étonnant qu'il ait eu une réputation si redoutable parmi les hors-la-loi et les hommes de loi. La réputation de Reeves se répandit rapidement à travers l'Ouest. Bien qu'il y ait plus de 200 adjoints à choisir dans le territoire indien, les marshals, les juges et les tribunaux de district se tournaient constamment vers Bass Reeves parce qu'ils savaient qu'il obtiendrait des résultats. Plus encore, ils savaient qu'il ferait le travail proprement et équitablement. L'un des hommes les plus infâmes du territoire indien s'appelait Greenleaf. Pendant 18 ans, Greenleaf aurait eu 7 corps à son actif, et il ne montrait aucun signe de recul. Sans surprise, Reeves accepta la tâche sans se plaindre. Après avoir traqué le hors-la-loi notoire, Reeves le captura sans trop de difficultés. Greenleaf avait terrorisé la région pendant des années, mais pour Reeves, ce n'était qu'une prime de plus. Malheureusement, la bien-aimée épouse de Reeves, Nellie Jenny, décéda à Fort Smith en 1896. Reeves avait 58 ans à l'époque. Nellie était la mère de ses 10 enfants. Cet homme robuste n'était certainement pas étranger à la perte dans sa vie. Mais ceci était différent. Son décès le dévasta absolument. Heureusement,
il réussit à retrouver l'amour quelques années plus tard. Pendant 4 ans, l'homme de loi pleura la perte de sa bien-aimée Nellie. Puis, Reeves rencontra une femme nommée Winnie Sumter et tomba de nouveau amoureux. En 1900, à 62 ans, Reeves se maria pour la 2e fois. Dans une sous-intrigue heureuse d'un récit souvent éprouvant, les deux restèrent ensemble pour le reste de leur vie. Ils eurent également un autre enfant ensemble. En tant que ranger, Reeves était généralement le chasseur. Finalement, son travail lui valut d'être à son tour traqué. Selon un article du Oklahoma News en 1907, les hors-la-loi de l'Ouest avaient l'habitude d'afficher des cartes sur leur territoire avec des avertissements à certains adjoints. Au cours de sa carrière, Reeves se fit beaucoup d'ennemis. En tout, il trouva au moins 12 cartes affichées, promettant sa perte. Reeves exerçait une profession dangereuse et, sans surprise, eut beaucoup d'appels rapprochés. À une occasion, le ranger faisait face à un hors-la-loi qui dégaina sur lui. Avant que Reeves ne puisse réagir, le tireur coupa sa ceinture en deux d'un coup de feu. D'autres fois, des balles emportèrent sur son chapeau de sa tête, des boutons de son manteau et les rênes de ses mains. Un seul incident de ce genre suffirait à nous faire raccrocher nos chapeaux pour de bon. Mais pour Reeves, c'était juste une partie du travail. Le fils de Reeves, Benjamin Reeves, s'éloigna de l'arbre généalogique et se retrouva en sérieux conflit avec la loi. Un jour, l'épouse de Benjamin décéda soudainement dans des circonstances extrêmement suspectes. Cela ne semblait pas accidentel. Benjamin devint rapidement un suspect, et bientôt, il fut accusé de meurtre. Le cœur brisé, c'est là que Bass Reeves prit les choses en main. Reeves faisait une chose, et il la faisait très bien. Il traquait les hors-la-loi en fuite. Selon la lettre de la loi, peu importait qui ils étaient. Ainsi, lorsque Reeves apprit que son fils était un homme recherché, l'homme de loi exigea le mandat. Il resta sur son bureau pendant 2 jours, pendant qu'il décidait quoi faire. Son fils n'était probablement pas satisfait de sa décision. Les détails des agissements de son fils étaient déplaisants. Son épouse avait eu une liaison. La nouvelle de cette relation s'était répandue d'une manière ou d'une autre. Benny était jaloux, en colère et violent. Il n'était pas difficile de comprendre le fin mot de l'histoire. La plupart des marshals avaient peur de prendre l'affaire. Personne ne voulait traquer le fils du célèbre Bass Reeves. Finalement, Reeves décida qu'il devait remplir son obligation personnellement. Il traqua son fils et le mit au fer. Bass traîna son fils devant le tribunal lui-même et le juge le condamna. Il prononça une lourde peine, la prison à vie. Pendant les 11 années suivantes, Benny Reeves fut incarcéré à la prison fédérale de Leavenworth. Mais il y a une dernière tournure dans cette histoire. Benny reçut une grâce en 1914. Après sa libération, il semble avoir remis sa vie sur les rails et vécu le reste de ses jours sans infraction. Au fil des années, le gouvernement américain s'empara de plus en plus de territoires. L'Oklahoma devint un État en 1907. Malheureusement pour Reeves, cela apporta des changements au visage de l'application de la loi. Les départements de police et les agences d'État prirent le relais, ce qui signifiait que les marshals et leurs adjoints perdaient leur autorité. Reeves se retrouva forcé de partir. Cependant, il ne prit pas encore sa retraite. Reeves ne devait pas beaucoup dormir. Il est clair à ce stade que l'adjoint traqua et captura un grand nombre de hors-la-loi. Le nombre réel pourrait toutefois vous choquer. Au cours de sa carrière, qui commença alors qu'il était dans la cinquantaine, notez-le, Reeves ramena un impressionnant total de 3000 criminels. À part quelques éraflures et bleus, Reeves traversa sa carrière entièrement indemne. Malgré avoir arrêté plus de 3000 hors-la-loi et s'être retrouvé dans des dizaines d'altercations,
l'homme de loi robuste ne fut jamais victime de blessures graves. Compte tenu des quelques 30 années qu'il passa comme ranger, c'est une réalisation assez remarquable. Reeves ne pouvait pas rester ranger pour toujours. Il raccrocha les étriers à 68 ans pour devenir un autre type d'officier. En 1907, Reeves rejoignit le bureau d'application de la loi de Muskogee en Oklahoma, où il travailla pendant 2 ans. C'était plutôt calme comparé à son ancien poste, mais à 68 ans, c'était probablement pour le mieux. En 1909, l'homme de loi coriace rencontra enfin un ennemi qu'il ne pouvait pas vaincre, la maladie de Bright. Son affection rénale chronique réussit à faire ce qu'aucun homme de l'Ouest n'avait pu accomplir, et força Reeves à arrêter de travailler. Il prit sa retraite à 70 ans et vécut ses derniers moments dans une paix bien méritée. En 1910, il fit son dernier salut. Bass Reeves, l'homme de loi pistolero, laissa derrière lui un sérieux héritage. Son image est apparue dans au moins 7 séries télévisées, 4 films, une pièce de théâtre, 2 jeux de société et au moins 6 livres. Pour couronner le tout, un pont fut nommé en son honneur, une statue fut érigée en Oklahoma et l'homme de loi fut intronisé au Cowboy Hall of Fame au Texas. Il doit y avoir quelque chose dans les gènes de la famille, car plusieurs descendants de Reeves ont eux-mêmes laissé des marques importantes. Par exemple, son petit-neveu, Paul L. Brady, un militant des droits civiques éminent, devint le premier juge administratif noir en 1972. Ryan Reeves, un joueur de hockey professionnel de Winnipeg, est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Bass. Selon Art Burton, un historien respecté, Bass Reeves est l'inspiration du Lone Ranger, un ranger fictif du Texas, qui est devenu l'une des icônes culturelles les plus reconnaissables de l'histoire américaine. Le Lone Ranger est apparu dans des milliers d'épisodes radiophoniques, des centaines d'épisodes télévisés, des centaines de bandes dessinées, 6 films et des dizaines de romans.